Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Le 23 février 1986, 8 femmes avancent péniblement sur un sol gelé. Un vent glacial leur fouette le visage. Elles tirent derrière elles de lourds traîneaux. C'est ainsi que commence la première expédition féminine en Arctique. À la tête de cette aventure qui doit mener ces pionnières au pôle Nord, Madeleine Griselin, une scientifique, géographe, émerveillée par les mystères de la banquise depuis toute petite. À l'école déjà, ses camarades de classe l'appelaient l'Esquimau. Quand on est parti en 86, il y avait eu moins de gens sur la banquise polaire que dans l'espace. Je sais qu'à partir d'un certain moment de ma vie, j'ai commencé à ne penser plus qu'à ça. Dans le bac à sable, j'allais à la chasse à la baleine et aux phoques. J'étais la seule à aller au lycée, au collège en chaussures de ski. Et je m'étais fait offrir ces chaussures par ma marraine qui ne me refusait rien. Parce que c'était déjà un pied dans les expéditions. J'ai jamais aimé le chaud, ça c'est clair, d'une manière générale. Et j'ai toujours adoré la neige. Autour d'une dizaine d'années, j'avais eu un prix et l'institutrice nous faisait choisir nos prix. Alors, je sais pas, on pouvait prendre la comtesse de Ségur, je sais pas quoi. Et moi, j'ai choisi, encore une fois, j'ai choisi Les Martyrs du pôle. C'est un livre pour les adolescents, quoi, écrit avec quelques petites histoires qui racontent quelques petites histoires de la conquête des pôles. Mais c'était des combats terribles et des combats entre de l'humain dans un monde vraiment pas fait pour nous. Après, une espèce de grain de folie comme ça, soit on l'entretient, soit on l'entretient pas. Aussi, je suis née dans un coin de Lorraine qui s'appelle la Sibérie-Lorraine, où il y a de la neige tous les ans. Et peut-être que aussi la sidérurgie Lorraine m'a aidée, parce que sidérurgie Lorraine, tous les soirs, il y a des coulées, il y a le ciel qui s'embrase. Et je me vois encore dans le haut de notre coin. On dominait complètement la vallée, et c'était des terres infinies, pour peu qu'il y ait un peu de neige là-dessus. Enfin, en tout cas, la première fois que je suis allée dans l'Arctique, que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est comme ça que je l'avais vu, comme ça. Donc c'est infini où il n'y a personne. À ce moment-là, j'étais juste dans la catégorie givrée, c'est-à-dire pas comme les autres et qui a un grain dans la tête. La difficulté d'être une femme, c'est venu précisément à 17 ans, quand j'ai rencontré Paul-Émile Victor. C'est le créateur des expéditions polaires françaises. C'est vraiment le grand nom des expéditions françaises. Comme Cousteau était pour la mer, lui, il était pour les régions polaires. Et donc, il donnait des conférences. Je suis allée le voir à la sortie d'une conférence et je pensais qu'il n'attendait que moi, bien sûr. Et là, alors là, ça a été là le formidable coup de pied aux fesses. Là, il m'a dit, il n'y aura jamais de femmes dans les expéditions polaires. Je me souviens très bien de Paul-Émile Victor me disant ça. Et je ne me souviens pas du tout de moi. Alors moi, j'étais comme mon prénom l'indique, j'étais plutôt du genre à pleurer. Je ne crois pas que j'ai pleuré. Je pense que j'ai fait un gros glups. Et puis de me dire, merci beaucoup. Alors, quand même, il a été sympa parce qu'il m'a dit, d'un air très condescendant, peut-être que vous pourriez faire de l'ethnologie chez les Inuits. Enfin, voilà. Et ethnologie, ce n'était pas du tout mon truc. Mais bon, donc, tiens, tout à coup, on me disait... On me renvoyait que j'étais le deuxième sexe, comme disait Simone de Beauvoir. C'est dur et en même temps, c'est une invitation au combat, quoi. Voilà. Paul-Émile Victor m'a orientée vers la sociologie, ça n'a pas été. Au bout de 2 mois, j'ai dit, non, je vais retourner en géologie, mais 2 mois à la fac, c'est déjà très important, donc c'était la pataujade complète au début. Puis finalement... Après, je me suis réorientée, je suis revenue à l'université et j'ai fait de la géographie.
Donc, moi, j'ai voulu faire ma thèse sur l'Islande. Et puis, un de mes profs m'a dit, non, 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 vous n'allez pas travailler sur l'Islande, vous allez travailler sur le Spitsberg. C'est une île à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Quand je mets le pied au Spitsberg, je me dis, c'est comme je l'avais rêvé. Je vous assure que je me suis dit ça. Je me suis revue enfant dans ces plaines de la Lorraine, avec le rouge là, des aciéries. Et je me disais, c'est comme ça que je l'avais rêvé. Et puis un jour, j'ai eu la chance de participer à une exposition en taille réelle. Et donc là, 2 brise-glaces, 2 hélicoptères, 30 chercheurs au nombre desquels j'étais, 30 membres d'équipage. Et c'était sur la banquise, tout à fait au nord du Canada. Et donc l'histoire, c'était qu'il y avait un bateau brise-glace qui tapait contre la banquise. Et puis, les architectes navals mesuraient la déformation du bateau. Et nous, les glaciologues, on donnait les caractéristiques de la glace dans laquelle il tapait. Voilà. Et là, je me dis, mais faut l'étudier. Enfin, si on voulait comprendre la banquise, fallait aller dessus. Puis cette banquise, elle bouge, c'est comme un puzzle. Ça bouge à cause de la rotation de la Terre. Et donc, je me suis dit, je suis une femme, il n'y a jamais eu de femme dans les expéditions polaires. Banco, on va faire une expédition au pôle. Donc, je vais monter la première expédition polaire féminine. Tout le monde rigole, évidemment. On était des femmes, donc on était forcément des rigolotes. D'abord, je cherche des sous. Donc, je fais un beau courrier, j'explique ce qu'on est. Et on a des réponses qui sont des fois atterrantes. Je pense que la meilleure réponse qu'on a eue, c'est d'une banque qui nous répond « Messieurs, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre projet. » Et puis alors après, voilà, j'ai écrit à tout ce qui pouvait être intéressé par des femmes qui allaient faire quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Je finis par avoir un fort soutien du gouvernement français qui y croit. Et en l'occurrence, là, je rends hommage à Yvette Roudy, qui était la première, je crois, c'était la première fois qu'il y avait un ministère de la femme. Et donc, Madame Roudy, qui était la ministre, nous a beaucoup soutenus. Et puis, au niveau de la recherche, c'est surtout l'armée qui a été intéressée par le fait d'étudier des femmes en isolement et dans le froid, parce que c'était la première fois que ça arrivait. Je pars en 86, en février 86, donc dans un avion militaire. Et puis cet avion, c'était un Transal. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Transal. C'est un gros porteur militaire. On se dit, c'est pas possible que ce truc-là puisse tenir en l'air. Ben si, ça tient. Alors ça fait un bruit épouvantable et tout. Et nous, dans cet avion improbable, avec pas de siège, des sièges comme si pour les parachutistes, là. Nos caisses au milieu, mais c'est le départ, quoi. Ça y est, c'est la rupture. Donc, une fois qu'on part, on se dit, ça y est, maintenant on est parti, il n'y a plus rien qui nous arrête et tout. Ah, sauf la nature. Et là, c'est le combat qui commence. On est 6, nous ont accompagné Huguette, qui est responsable du camp de base, la 7e, la 8e étant à Paris. Il faut des gens un peu partout. Donc, on avait 2 responsables de l'assistance. Et j'ai opté pour ne prendre que des gens que je connaissais, parce que j'ai tout de suite imaginé que le plus dur, ça serait psychologiquement. Il y a comme autre scientifique, donc Mary Williams, qui était mathématicienne. Les autres ne sont pas scientifiques. Il y en a une qui est psychologue, en train de finir ses études de psychologie. Elle va s'occuper du programme psychologique. Il y a une jeune étudiante en médecine. C'est la plus jeune, elle a 20 ans, et elle va s'occuper du programme médical. Et il y a Mireille qui est censée faire le film. On est à ski et on tire chacune un traîneau du poids équivalent au poids de chacune. Et on vise le pôle Nord. On met les skis et tout, on part, on démarre. Moi, je compte mes équipières, tout le monde y est, c'est bon. On fait 2 kilomètres, pouf, il faut enlever les skis. Parce qu'on arrive sur la glace de mer, et la glace de mer, c'est pas du tout une patinoire. C'est de la glace jeune, et la glace jeune, elle est fragile, et donc les tempêtes qu'il y a eu avaient complètement broyé cette glace, et on avait fait un chaos épouvantable dans lequel on n'a pas pu mettre les skis. Donc on remballe les skis, hop, on marche à pied, et là,
Non seulement on marche à pied, mais à l'envers, à reculons, tirant notre traîneau de bloc de glace en bloc de glace. L'enfer, quoi. L'enfer. On a des trucs modernes, on a des traîneaux en Kevlar, on a des vestes en Gore-Tex et tout, c'est hyper moderne, on a une radio, on a tout ce qu'on veut, mais là, quand je nous vois nous battre dans ces blocs de glace immenses, il faut voir que c'est immense, enfin, c'est des gros blocs, hein, ça peut faire 4 mètres de haut et tout. Quand je nous vois dans ce dédale de glace, je revois les livres de mon enfance. Pour moi, mais les héros de mon enfance, ça y est, c'est nous. Et on a beau avoir du Kevlar et du Gore-Tex, on est là-dedans et il n'y a plus que nous contre la nature. Et là, c'est une sensation complètement ahurissante. On ne sait pas si on est des hommes ou des femmes, on est des humains dans un monde inhumain. On est tout de suite toute couverte de givre, les sourcils les cils qui gèlent, etc. On y est, quoi. On est dedans. On entend comme des hurlements de loups, mais c'est le vent et la glace qui craquent, qui fait ça. Donc c'est un environnement sonore qu'on ne connaît pas. Mais il y a toujours du bruit, toujours du vent. Il y a peut-être eu 2 jours au total où on n'a pas eu de vent. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez angoissant. Le noir, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Alors après, vous êtes payé parce que aurore boréale et tout ça, s'il ne fait pas noir, vous ne les voyez pas. Donc là, c'est à la fois magique et en même temps très, très impressionnant. Et puis quand même, on est tout le temps sur 1 mètre de glace. 1 mètre de glace, c'est rien du tout. Mais pour nous, c'est la terre ferme, parce que des fois, on passe sur 10 centimètres de glace. On sait que tout peut se fracasser dans une nuit, quoi. Après 8 jours, il y en a une, elle est la seule à ne plus taper des pieds le matin. Taper des pieds parce qu'on a froid. Donc je demande à voir ses pieds, ils sont bleus comme un jean. Donc je lui dis, ils sont gelés. Je dis, Marie, tu peux pas rester, faut qu'on appelle l'avion. Donc on appelle l'avion, et là on m'annonce une tempête de force 7 de direction nord-est. Tout à fait ce qu'il faut pour que tout se casse et qu'on soit au large, dans l'eau libre, quoi. Je dis non, c'est une catastrophe. Et là, c'est la décision de ma vie. Je dois dire rapatriement de tout le monde. C'est certainement la plus grave décision que j'ai eu à prendre. Il faut se rendre compte aussi que quand on est sur la banquise, on voit rien. C'est un infini, mais on ne voit pas s'il y a de l'eau derrière, etc. Et quand l'avion est venu nous chercher, qu'on a décollé, que j'ai vu l'état de la banquise depuis le haut, qui était déjà toute fracassée, pleine de flotte et tout, eh bien, je me suis dit, tu as pris la plus sage décision qu'il pouvait. Mais ça a été terriblement difficile. On est rapatriés, donc on Mireille à l'hôpital. Mireille aussi a un pied gelé, puis elle n'avait pas trop bien supporté. Et finalement, on repart, alors j'ai oublié la date, ça doit être mi-mars, quoi. Et donc, la glace nous paraît beaucoup moins difficile. On peut skier. Et là, c'est super. Sauf que c'est la dérive qui va donc être terrible. Et cette dérive, eh ben, elle est accentuée quand il y a du vent. Et on va essuyer quelques tempêtes, dont une mémorable, où là, j'ai vraiment pensé qu'on était foutus, quoi. Et là, ça a duré 3 jours. Et au bout de 3 jours, on avait reculé de 110 km. En latitude, on démarrait plus au sud que là où l'avion nous avait déposé. Alors, je ne vous dis pas, la première fois qu'on a eu notre position, là, c'était le désespoir. Et là, donc, on repart avec 110 km en négatif. Et là, on sait que c'est foutu pour le pôle. Je pleure parce que on a perdu ça, quoi. Donc, c'est un peu comme les alpinistes qui n'arrivent pas au sommet, qui arrivent à 100 mètres en dessous de l'Everest. Ben, ils n'ont pas fait l'Everest. Et ils en sont malades. Alors bon, je m'en prends une bonne sur le plan d'orgueil, mais en même temps, je crois que c'est un peu ce qui fait aussi ma vie. J'applique beaucoup la philosophie des Inuits qui disent « c'est la météo et la glace qui décident ». Et ben là, c'est ça. Au retour, ce qui s'est avéré, c'est que les médecins, les psychologues nous ont dit que ce qu'on avait fait, sans doute aucun homme ne l'aurait fait parce qu'ils auraient craqué avant. Parce que nous, on a un très très gros mental, les femmes. On n'a pas de force, mais on a un très gros mental qui nous dirige, quoi. Et là, on a senti qu'on avait apporté quelque chose, une pierre à l'édifice, et ça a été important. Et c'est après
que je me suis rendu compte que finalement ça avait été hyper important, même si on n'avait pas atteint le pôle, parce qu'après, plus jamais personne ne m'a empêché de faire quelque chose parce que j'étais une femme. C'est plutôt après coup qu'on se dit, mais oui, finalement, on était pionnières. Et là, pour nous, je pense que ça a réellement changé le regard que pouvaient avoir les gens des expéditions polaires. Et je vais vous dire une chose, en 2007, c'était l'année polaire internationale. Et quand le directeur de l'Institut polaire a présenté ça aux journalistes, il a dit, voilà, année polaire internationale, il y a une centaine de programmes, il y en a 6 dirigés par la France, dont un dirigé par une femme. Et alors je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va dire aussi combien il y a de barbus, combien il y a de gens qui ont des lunettes Et je me suis dit, non, t'énerve pas, c'est une reconnaissance. Donc c'est lent, c'est très lent. Et les batailles qui sont menées actuellement pour le respect de la femme, ça c'est très lent. Ça avance à vraiment petit pas. C'est lent et en même temps, il faut toujours des choses un peu hors du commun, comme ces batailles MeToo et compagnie, pour casser des choses qui sont comme ça depuis des siècles. Et l'irrespect de la femme en tant que objet, c'est terrible. Si on regarde bien, on a tous connu un prof de violon aux mains baladeuses, un copain harcelant, etc. On a tous quelque chose à dire. Bon, et peut-être qu'on est obligé de passer par des excès, mais c'est comme ça. Ça n'avance que par à coup, toutes ces choses. J'ai simplement entendu, il n'y a pas très longtemps, une émission très sérieuse sur Mars, enfin les possibilités de voyage sur Mars, etc. Et j'entendais, alors là j'étais sur les fesses, j'entendais, est-ce qu'on allait faire un équipage mixte, est-ce qu'on allait faire je sais pas quoi, et que le plus simple, ce serait un équipage uniquement de femmes. Et là je me dis, incroyable, jamais on aurait dit ça il y a 30 ans. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, elles seront des pionnières, ça c'est sûr. Et je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, mais quel chemin! Je ne parle pas seulement du mien, mais quand je pense que Marie Curie et autres, je me dis, mais quel chemin gagné! Je sais plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu la première femme qui a fait des études de médecine, mais c'est plutôt en arrière que ça me fait rêver. Comment elles se sont battues pour avoir ces postes-là. Je sais, moi, comment je me suis battue, mais... Parce que ces batailles, c'est peut-être là qu'il faut le plus d'énergie. Moi, je disais toujours, la glace à côté, ce sera du gâteau, à côté de la préparation de ces batailles, et c'est ça. Il faut faire tomber tellement d'a priori, tellement de remparts, et ne jamais se décourager, c'est ça. Et on dit toujours que l'égalité des hommes-femmes sera atteinte quand des femmes incapables auront le pouvoir. Parce que pour l'instant, c'est souvent des gens hors du commun qui arrivent à atteindre des places qui étaient des fiefs réservés aux hommes. Et on avance, je crois. Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.